Le traité de Versailles du 28 juin 1919 impose à l'Allemagne l'amputation d'une partie de ses territoires et d'énormes indemnités qu'elle doit payer. Ces conditions vont devenir le terreau qui va faire émerger l'idéologie nationaliste. L'Italie de Benito Mussolini devient en octobre 1922 le premier pays d'Europe où un régime totalitaire s'installe. À la suite du coup d'État manqué du 8 novembre 1923, Hitler écrit Mein Kampf, qui deviendra la référence de l'Allemagne nazie. Le 29 octobre 1929, la bourse américaine s'effondre, le krach de Wall Street provoque en Allemagne le chômage de 6 millions de travailleurs. Le parti nazi devient en juillet 1932 le premier parti du pays et le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. 2 mois plus tard, il fait interner 4000 communistes et opposants dans les premiers camps de concentration, Dachau et Oranienburg. Le 1er avril 1933, c'est le début de l'oppression contre les Juifs vivant en Allemagne. À la mort du président Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler cumule les fonctions de chancelier et de président et dispose ainsi de tous les pouvoirs. Benito Mussolini exerce une répression sanglante envers tous les opposants en Italie. Beaucoup de familles italiennes, engagées contre le fascisme, viennent se réfugier en France, comme la famille Canton à Noyer-sur-Cher ou la famille Smotlach à Dieppe. Ils partirent 31 de leur village. Le plus jeune avait 14 ans, le plus vieux 35. Ils sont venus, ils ont atterri dans l'Indre, et puis ils sont éparpillés là. Et ils ont tous, comme ils étaient plus ou moins du bâtiment, ils ont tous fait leur petite entreprise et leur carrière par là. Lazare Smotlach travaille dans une ferme à Dieppe avec sa femme Lucia, son fils Aldo et sa fille Alma, née en 1929. Mon père a voulu être naturalisé. Il a eu des difficultés, bien sûr. Enfin, ça a été fait. Les fascistes italiens demandent à la Cagoule, une organisation secrète française d'extrême droite, d'exécuter Carlo Rosselli, un socialiste que Mussolini avait fait interner en 1924. C'est ainsi que Jean Filiol, à la tête d'un commando de la Cagoule, assassine le 9 juin 1937 à Bagnoles-de-l'Orne Carlo et Sabatino Rosselli. « 2 septembre 1939, la mobilisation générale est proclamée pour 5 millions de Français. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Début mai 1940, c'est la crue du siècle en vallée du Cher, et le 10 mai, c'est l'invasion allemande. À partir de début juin, arrive un flot ininterrompu de réfugiés de l'Est et du Nord de la France. Entre 9 et 10 millions de Français vont devoir errer sur les routes pour fuir les Allemands. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les Allemands ont rattrapé les exodiens ou les réfugiés, c'est selon, on peut utiliser les deux termes. Et c'est vrai qu'à partir de mai, d'abord les Belges sont arrivés en France, puis ils sont arrivés sur Paris, ils sont restés à Paris, puis avec la deuxième attaque allemande de juin, les Français, une grande partie des Français, entre eux, en gros, l'Est, Paris et la Loire sont donc partis sur les routes. C'est près de 10 millions de personnes, c'est énorme, qui vont franchir la Loire pour une grande partie, mais pas tous, puisque les Allemands les ont rattrapés. Le 5 juin 1940, le général de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à la France. Le même jour, le gouvernement français déclare Paris ville ouverte et abandonne la capitale pour la Touraine. Dans la journée du 11 juin, Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur, élit domicile à la préfecture de Tours, alors que le président de la République, Albert Lebrun, s'installe au château de Cangé à Saint-Avertin. Paul Reynaud, le président du Conseil, s'installe le 12 juin au château de Chissé. Pendant ce temps, au château de Beauvais, à Azay-sur-Cher, De Gaulle se consacre à l'étude d'un transfert massif des forces françaises en Afrique du Nord. Le 13 juin, dans le grand salon du château de Chissé, sont réunis sous la présidence de Paul Reynaud les états-majors anglais et français. Il y est question d'armistice, mais le général de Gaulle s'élève fermement contre la capitulation. Moi, j'étais très traumatisée, j'étais pas vieille, en 40, j'avais 11 ans. Et ma mère, je voulais plus la quitter, ça m'avait fait un choc ce bombardement. Et elle me disait, regarde par terre, parce qu'il y avait des lambeaux dans les arbres et c'était assez affreux.
Après le 10 juin, un second exode voit les populations de la région parisienne déferler vers le sud. Nous sommes partis, maman et moi, de Paris en bicyclette, que nous avions acheté sur ordre de mon père, mobilisé à Amiens. Et il avait envoyé son dernier message en disant à ma mère: partez vers le sud, le sud, le sud, le sud. À Saint-Aignan, un détachement de tirailleurs algériens tente d'arrêter la progression de l'ennemi. Ils ont été victimes de leur courage, puisqu'ils étaient incrustés sur cette petite île qui se trouve au milieu du Cher. Et là, ils ont été tués. Ils n'ont pas eu les honneurs qu'ils méritaient. La veille, à 23 heures précises, le pont de Thésée avait été détruit par le génie français. Dès le jour, ça commençait, les tirs de mitrailleuses. Les Français étaient restés du côté au bord du Cher. Mais ils ont quand ils voulu s'en aller. Les Allemands qui avaient traversé le Cher, ils étaient derrière, ils sont tombés pris en tenaille. Ils n'ont pas pu évacuer, quoi. Sur le monument, il y en a 12 qui ont été tués, oui. Le 20 juin, les Allemands prennent possession de la mairie de Vierzon et dès le lendemain, toute la vallée du Cher vit à l'heure allemande. Le 22 juin, c'est la signature de l'armistice. Les dirigeants français annoncent la signature d'un armistice franco-allemand. Et l'article 2 parle de la ligne de démarcation. Une ligne de démarcation s'installe sur l'ensemble du territoire. Le département du Cher fait partie de ces départements qui vont être complètement coupés en deux par cette ligne de démarcation, entre une zone occupée, la partie nord, et une zone libre dans sa partie sud. Cette ligne de démarcation, en fait, pour le département du Cher, commence presque aux rives de l'Allier et ensuite traverse toute la Champagne-Berrichonne jusque l'agglomération de Bourges et ensuite rejoint les rives du Cher à partir de Sainte-Thorette. Et ensuite, elle suit son cours, elle suit d'ailleurs le cours parallèle du canal et de la rivière jusqu'à la hauteur de Vierzon. Donc Vierzon, dans sa partie nord, Vierzon-Ville, est en zone occupée et la partie au sud, Vierzon-Bourgneuf, est en zone libre. La commune de Celles-sur-Cher, normalement située en zone non occupée du fait de sa position sur la rive gauche du Cher, est en fait en zone occupée. À Montrichard, les Allemands installent leur poste au bras mort du Cher, ce qui leur permet de surveiller les habitations. Le lieu de passage se faisait à Faverolles. Il y avait les Français d'abord, les Allemands ensuite. Et ma grand-mère, qui était agricultrice, vivait des produits de sa ferme. Et quand je l'accompagnais, moi, j'avais un tout petit vélo. Une fois, elle est rentrée dans le poste. Une dame l'a fait mettre nue devant moi. Elle s'est servie dans les paniers et on est reparti. Elle n'a jamais payé. À Bléré, la ligne de démarcation quitte le lit du Cher pour contourner la ville par le sud. Matérialisée par des poteaux aux couleurs allemandes, elle traverse le hameau de Fontenay où les frères Marteau, Roger, Roland et Raymond, âgés de 16, 14 et 12 ans, en connaissent parfaitement le tracé, puis la ligne de démarcation prend la direction du sud pour rejoindre la frontière espagnole. Le 8 juillet, il y a un acte officiel qui prévoit que les Français peuvent retourner chez eux. L'exode à rebours s'effectue sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc beaucoup de réfugiés rentrent assez facilement entre le mois de juillet 1940 et le mois d'octobre 1940. Passé le mois de novembre, il faut désormais un laissez-passer pour franchir la ligne de démarcation. Le 10 juillet 1940, au congrès de Vichy, seuls 80 parlementaires votent contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, dont Marcel Plaisant dans le Cher, Robert Mauger et Joseph-Paul Boncourt dans le Loir-et-Cher. Dans l'Indre, tous les parlementaires votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mais Maximence se ravise très rapidement. Il deviendra même un des premiers résistants du département. Dans l'Indre-et-Loire, Jean Meunier ne peut prendre part au vote, étant prisonnier de guerre. Pétain cumule alors les fonctions de chef de l'État et de chef de gouvernement. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, est remplacée par celle du maréchal, travail, famille, patrie. Il est mis en place fin juillet un service de 6 mois pour les jeunes Français appelés chantiers de jeunesse, en remplacement du service militaire où ils effectuent des travaux d'intérêt général. En août 1940, les cartes d'alimentation font leur apparition. Le 2 août, le général de Gaulle est condamné à mort par Vichy.
Le 16, les syndicats sont interdits. Les hommes politiques opposés au régime de Vichy sont arrêtés. En août, le régime postal entre les deux zones est interdit. Pour parer à ces difficultés, le passage de courrier en fraude s'organise. Je me rappelle l'avoir vu, mon père. Il roulait les lettres et il les met tout sur le siège de vélo. Alors c'était monsieur Romestan de Châtillon-sur-Cher qui passait ses lettres dans le guidon de son vélo et le collier de son chien. Yvette Raymond, âgée de 17 ans en 1941, travaille à la poste de Noyer-sur-Cher. Et en 1941, je pense, les Allemands sont venus contrôler le courrier le matin. Et alors, avec mon facteur, on avait prévu de détourner les lettres qui étaient adressées à des résistants, lui par exemple les Catignon, et puis Armel Jourdain et tout ça, toutes ces lettres-là. Il y avait aussi un autre type de lettre qu'on détournait, c'était celle qui était adressée à la commandanture avec une lettre, une écriture déguisée. Alors ça, on savait que c'était une dénonciation. C'est à Vierzon que l'on dénombre le plus de trafic de faux papiers. Marcel Demnet, qui était employé de mairie, il faisait des vrais faux papiers, avec des vrais papiers, mais des fausses identités. Il les faisait tamponner officiellement, donc tampon de la mairie, retamponner après par le tampon de la commandanture qui était installé à la mairie. Dans les premières semaines, quelle est la population qui demande à passer ? Ce sont souvent les réfugiés. Vous avez tous les transfuges de l'armée et vous avez tous les prisonniers faits par les Allemands qui sont arrivés à s'échapper et qui essayent de passer. À partir de début 41, vous allez avoir ce qu'on a appelé les filières organisées. C'est-à-dire les filières, d'évasion, les filières de la résistance, bien évidemment, avec le passage de résistants, de responsables politiques. Les premiers résistants, en fait, ont été les passeurs, ceux qui ont permis le passage clandestin de la ligne de démarcation. Puisque Vierzon va être une plaque tournante, bien sûr, du passage clandestin. Pourquoi ? Parce que c'est un grand nœud ferroviaire, un des plus importants de la région centre. C'est sans doute la ville, en distance de train, la plus proche de la région parisienne. L'histoire du Café Moreau, qui est au milieu de la ligne de démarcation. Le Café Moreau, vous rentriez en zone occupée, et le Café Moreau avait une cave qui sortait en zone libre. Dans la vallée du Cher, Loire-et-Cher, Indre-et-Loire, il y a des passeurs qui sont rattachés parfois au réseau Comète, au réseau de passage qui part depuis la Belgique, qui tente de ramener des officiers belges d'une zone à l'autre, et cette filière s'organise jusqu'à la ligne de démarcation, jusqu'à Vierzon. Gustave Sillard, un résistant normand de la filière de Saint-Lô, vient à Vierzon le 9 avril 1941. Pour se faire reconnaître, les gens sonnaient au presbytère et disaient « je viens voir mon oncle ». Donc mon oncle, c'était donc l'abbé Farcé. L'abbé Farcé dirige ensuite Gustave Sillard sur la filière de Raymond Toupet à Téniou. En zone libre, donc Vierzon-Bourgneuf, le sud de Vierzon, il n'y avait pas d'église. Donc par contre, il y avait un cimetière. Ce qui fait que quand quelqu'un décédait, il y avait 2 fois le passage de la ligne de démarcation. Un corps passait de la zone libre à la zone occupée, il y avait la famille derrière. Et quand il passait de l'église, donc de la zone occupée à la zone libre, il y avait la famille derrière, plus d'autres personnes. En juin 1941, l'abbé Farcé est arrêté. Il n'y aura plus de passage par le corbillard de Vierzon. Dès février 1941, le réseau d'évasion de militaires anglais recrute le docteur Cliquet à Vierzon. Donc le docteur Cliquet qui était patron porcelainier et qui habitait aussi le bord du Cher à l'Abricot et qui faisait passer les gens avec l'aide de sa femme. Sa femme fabriquait les faux papiers et lui faisait passer les gens. Il va être dénoncé pour des fois comme quoi c'est vraiment stupide. C'est que un des candidats au passage avait son adresse sur lui. Notons par exemple Marie-Juliette Mercé et l'équipe de l'hôpital de Vierzon qui vont faire beaucoup pour essayer de faire passer la ligne de démarcation à de faux patients, de faux malades à travers leurs ambulances. Cela finira par coûter la liberté puis la vie à Marie-Juliette Mercé qui sera arrêtée puis déportée, où elle mourra d'ailleurs en déportation.
En dehors de Vierzon, sur sa partie ouest, donc la ligne suit une fois de plus la rivière vers le Loir-et-Cher. Et l'un des points les plus importants de passage clandestin va être le secteur de Téniou. Plusieurs passeurs y seront particulièrement actifs, Pierre et sa fille Solange par an. Les frères Toupet vont être parmi les passeurs les plus actifs du département. Sur ce secteur donc de Téniou, qui mange aussi sur Méry et Saint-Georges, et en même temps, ils ont un grand réseau qu'ils ont réussi peu à peu à mettre en place, une véritable filière qui a des ramifications un peu partout sur le territoire et la zone occupée, puisqu'ils seront à l'origine de près de 2000 passages clandestins sur ce secteur. À Téniou, les clandestins sont dirigés chez Madame Delahaye, en zone libre. Maurice Dupuis est arrêté par les Allemands avec un prisonnier caché dans sa carriole. Il est condamné à 3 mois de prison et son cheval aura les yeux brûlés à l'acide par les Allemands. Monsieur Riolet, avec sa femme, sa fille et son gendre, accueillent, hébergent et font passer de nombreux prisonniers évadés entre le port de Claveau à Gièvre et le moulin de Chabris. Mon oncle qui travaillait au moulin de Chabris était donc juste en face du village du port et il récupérait souvent les gars qui arrivaient. La famille Riolet achemine également des prisonniers évadés vers la ferme de la Motte où habite Sylvain Trochou. Ce dernier fera passer près de 700 personnes. En 1941, les époux Riolet sont arrêtés suite à une dénonciation. Ce petit gars, pupille de l'État, est placé à Gièvre chez la famille Bernier. Ça se passait comme ça. Mon père adoptif, il leur faisait avance pour qu'ils voient l'endroit qui se cache. Alors il y avait le pré là, ils se cachaient. Mon père les amenait. Et puis moi je descendais avec les chèvres. Puis dès que je voyais personne, je levais mon béret ou j'agitais mon mouchoir. Et puis il passait, ça se faisait rapidement. Hein. Là il en est passé, vous savez. En février 1941, devant les passages clandestins intensifs, le maire de Celles, nommé par le gouvernement de Vichy, demande aux habitants d'observer ce qui leur paraît suspect. En dépit de cette incitation à la délation, les passeurs utilisent la traversée du Cher en amont ou en aval de la ville. Mais je sais comme passeur, il va y avoir M. Palancher, Paul Pommier et mon père. Et il a passé aux Laurentières. Alors, ce qu'il faisait, moi j'étais à la berge en zone libre, avec un parapluie noir, dans l'herbe et les orties, et quand j'apercevais la patrouille allemande qui arrivait, j'ouvrais mon parapluie, et lui il plongeait dans le Cher. Voilà comment il passait la ligne de démarcation. Et il y avait à Trefty une gamine, et qui passait dans son tombereau avec du fumier, et en dessous les tôles, elle mettait des gens qui voulaient passer. Elle en a passé je ne sais combien. On n'en parle jamais de ces gens-là. Monsieur Duvou, domicilié à l'écluse de Trompe-Souris à Noyer, fait passer avec son fils de nombreuses personnes vers Couffy, en zone libre, où la famille Coué les accueille. L'éclusier, M. Duvou, faisait passer des gens en zone libre du côté du Cher. Ils attendaient que la patrouille allemande, qui patrouillait sur le canal de Berry, soit passée pour faire sortir des gens qui étaient cachés souvent dans le four à pain et les faire traverser en barque. C'est Fernande Duvou qui donne le signal de la traversée à la famille Coué qui se trouve sur l'autre rive. Un jour, sur dénonciation, son mari Roger est arrêté et emmené à Romorantin pour y subir un interrogatoire musclé. Il ne parlera pas. Ma famille m'a souvent dit qu'elle avait fait passer des juifs, des jeunes gens, des prisonniers évadés, et parmi eux, 15 Algériens. Marceau Rivon de Noyer organise avec son cousin Bisson des passages en barque ou en tombereau par le pont de Saint-Aignan. Les premiers passeurs étaient les tireurs de sable, parce qu'ils avaient les bateaux dans le Cher, ils tiraient du sable. Et puis Naldo, qui a justement un copain de l'autre côté qui faisait ça, ils avaient fait une équipe et ils ont fait les premiers passages là-bas. Cet endroit s'appelle le bout de l'île, le four à chaud. Mon oncle faisait traverser des gens et il m'avait dit de surveiller sur la route. Il venait de Saint-Aignan
Et les phares se sont allumés, les projecteurs se sont allumés du côté de l'île, et ça s'est mis à tirailler. Et mon oncle, à ce moment-là, m'a dit « Petit, couche-toi, couche-toi ». Et je me suis couché. Je faisais arriver au bout de l'arroire de Vitré et passer dans le tunnel pour retomber de l'autre côté de la route. Si je souligne le rôle des éclus, c'est parce que les éclusiers vont, et je crois que c'est une des spécificités de cette zone, jouer un rôle très important, dans la mesure où c'est eux notamment qui vont aider à réguler les niveaux du Cher, puisqu'ici vous aviez 2 ponts où se faisait le passage officiel, pour passer d'une rive à l'autre et donc du nord au sud, Saint-Aignan et, pour ce qui nous concerne plus près, Montrichard. Sur cette partie-là, ça va être essentiellement des commerçants et des artisans, pour une raison simple, c'est qu'ils passaient avec un moyen de transport, un véhicule, et donc eux vont camoufler les gens en ouvriers, vont les cacher dans des gazogènes, vont les cacher dans des gros fûts pour le vin. C'est ce stratagème qu'emploie Maxime Sanson, vigneron et négociant en vin à Tenay. Arrêté le 8 juin 1944, il sera déporté à Neuengamme le 15 juillet 1944, où il mourra le 29 novembre. La même astuce est employée par Jean Montmousseau à Montrichard, M. Roussely à Angers près de Montrichard, et André Gatignon, marchand de vin en gros à Noyer-sur-Cher, avec l'aide de son chauffeur Jean Delaunay. Je me souviens que mon père passait des gens dans ses tonneaux à la ligne de démarcation, que ma mère faisait les laisser passer à la machine à écrire. Mon père poussait un demi-muit. Dans le tonneau, il n'y avait pas de vin. Il y avait un homme que mon père allait faire passer à la ligne de démarcation. Il y avait des patrouilles armées qui suivaient le chemin de halage du Cher pour intercepter tout ce qui pouvait traverser. On faisait semblant de leur apprendre le français, eux nous apprenaient l'allemand. Il était fixé là, la patrouille était fixée là, mais pendant ce temps-là, par ici, les gens traversaient à la nage. J'ai connu que Léon Hubert, à Bray. Et puis il traversait, puis il y avait un signal. La femme à Léon Hubert, elle écartait ses draps. Et Serge, qui était un peu plus jeune que moi, il allait au devant de la patrouille. Et puis il l'emmenait boire un café. Pendant ce temps-là, il traversait. À Mareuil, en zone libre, un signal prévient Anaclet-Denis qu'un passage du Cher va avoir lieu. Toujours à Taizé, on détourne l'attention des Allemands. Ceux-ci aimant la musique classique, il est demandé à Pierre Gauthier, un jeune musicien local, de jouer du violon au Café de la Gare, mettant à profit ce temps pour faire passer des réfugiés. Émile Mandard utilise sa fonction d'éclusier pour devenir un des principaux passeurs dans cette zone appelée Cher canalisé. Il acquiert une telle réputation qu'il acquiert vite donc la confiance d'un certain nombre de filières internationales, dont la fameuse filière belge. Mandard, son organisation était la suivante. D'abord, comme souvent au bord du Cher, il travaillait avec quelqu'un d'autre en face, qui était en l'occurrence Pierre Pinon. Les soirs de passage, il mettait un chiffon blanc à la fenêtre du grenier, donc Pinon savait, il savait à quelle heure c'était. Mandard faisait passer sur le tablier. S'appelait Pierre Pinon, qui était gérant d'une ferme au Moulin d'Angers. Et quand il y avait des gens qui se présentaient, il les faisait passer. 3 qui étaient sénégalais, Quetero, Jabayon et Labila. On les a logés pendant presque un mois. On estime qu'Émile Mandard a fait passer environ 1 millier de personnes et à la Libération, il recevra la reconnaissance officielle du titre de passeur. Ce qu'il faut souligner, le rôle des curés. Dans cette vallée du Cher, vont jouer un rôle très important. Le curé de la paroisse, il passait pour un collabo. Il avait des Allemands qui avaient réquisitionné une chambre ou deux et puis son bureau. Mais de l'autre côté de la cloison, par une porte qui donnait derrière le presbytère, il recevait des juifs, des pilotes d'avion qui étaient là, qui se reposaient avant de traverser la ligne de démarcation. Sans tout, puis il y avait l'abbé Tardivaux, il est caché dans le clocher de l'église de Nanteuil et dans le clocher de l'église de Chissé. Mais M. Santou a fait un travail considérable. Il en a passé je ne sais pas combien de centaines. Et c'est un homme, et nous en sommes témoins, qui ne s'est jamais enrichi. La réputation de Jean Santou est telle qu'il devient très vite le passeur des filières organisées. Sa spécialité, c'est le passage de groupe à l'aide d'une corde immergée tendue entre les deux rives. Jean Santou est arrêté le 2 novembre 1942 et conduit à la prison de la Tour Carrée au-dessus de l'église Sainte-Croix à Montrichard.
Il parvient à s'évader et deviendra agent de liaison dans la région de Montrésor. En 1940, à Montréchard, Georges Fermé, grossiste en épicerie, est chargé par le préfet de ravitailler la zone sud du département, située en zone libre. Donc, on a eu un H-Ouest et on véhiculait de la marchandise de la zone occupée à la zone libre. Ça nous donnait toutes les possibilités. C'est ainsi que Georges Fermé et ses employés, Gabriel Lezé et Guy Mercier, transportent en zone libre des prisonniers évadés cachés dans leurs camions. Ceux qu'on sentait très motivés pour passer la ligne, on les habillait en livreurs, on leur mettait un tablier de sac. Nous étions au ravitaillement à l'époque et nous avions un camion qui était un faux gazogène, qui nous a aussi beaucoup servi. Et évidemment, on en a caché beaucoup. Henri Doris aide au passage vers la zone libre. Il sera arrêté par la Gestapo en juillet 1942, puis emprisonné. Michel Dubois, âgé de 17 ans, fait passer la ligne avec son père. Arrêté, il sera déporté le 28 avril 1943 à Sachsenhausen, où il mourra. Le château de Chenonceau enjambe le Cher. L'entrée du château se trouve donc en zone occupée et la sortie sud en zone libre, ce qui amène beaucoup de candidats au passage. Louis Sellier, passeur au hameau de Fontenay à Bléré, sera déporté dans le convoi du 24 janvier 1943 pour Oranienburg, où il mourra le 12 mai 1944. Et à la Croix-en-Touraine, il y avait un directeur d'école qui s'appelait Ernest Villeminot, qui a organisé toute une fière du passage. Les parents de René Bigot à Amboise accueillent des évadés, les cachent dans le Fournil, puis les dirigent vers Raymond de Sergent à Saint-Martin-le-Beau. Avec son père, elle fait passer des clandestins individuellement, prétextant qu'elle est accompagnée de son fiancé. Dès juin 1940, au Café de l'Union à Saint-Martin-le-Beau, Raymond de Sergent fait partie d'un réseau de résistance. En juillet, elle reçoit des tracts communistes qu'elle transmet ensuite à Germaine Renaud, institutrice résistante à Athée-sur-Cher. À partir d'octobre, Raymond de Sergent fait passer la ligne de démarcation aux aviateurs, aux prisonniers évadés, puis aux juifs. Raymond de Sergent, communiste, tenancier de café à Saint-Martin-le-Beau, très rapidement aide ceux qui demandent de l'aide, sans trop se soucier de savoir qui ils sont. Comble, elle va même travailler avec un prêtre de l'autre côté de la ligne de démarcation, à Athée-sur-Cher, la Belle-Cour. Ils ont travaillé vraisemblablement avec un ou deux facteurs, dont un facteur qui s'appelait M. Renard, qui cachait du renseignement dans son guidon. L'abbé Lacour invite souvent les Allemands installés au château de la Chênaie à venir boire un verre, ce qui laisse le champ libre aux passeurs locaux, tels Victor d'Alençon. Il connaissait la plupart du temps les horaires de patrouille, avec le curé Lacour. Alors il est caché dans une grange, et il disait toujours, bon, ce soir, à telle heure, on pourra passer, la patrouille s'est passée. Raymond de Sergent et l'abbé Lacour sont arrêtés le 6 juin 1941. Raymond de Sergent est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris, l'abbé Lacour à celle de la Santé. Suite au départ de Pierre Laval en décembre 1940, seules les personnes qui ont un laissez-passer peuvent franchir la ligne au seul poste de Vierzon et au Café Brûlé à Reignac. Dès lors que les douaniers arrivent en février 1941, là ce sont des professionnels de la douane avec patrouille irrégulière, chiens, vélos, téléphone, et là ça devient de plus en plus compliqué de jouer avec le tracé. Notons qu'à Quincy, par exemple, se trouvait l'un des postes de douane les plus importants du secteur, qui occupait le château de la Serventerie. Au fur et à mesure, et notamment à partir de la fin 41 et surtout du début 42, là, l'échelle de la répression monte pour tout Anglais parachutés ou autres qui auraient été pris pour les juifs, etc., les résistants, c'est quasiment peine de mort, déportation, donc assurée. Début avril 1941, Jean Moulin se rend à Paris pour se renseigner sur la zone nord. À cette occasion, il franchit la ligne de démarcation dans une propriété que Joseph-Paul Boncourt possède près de Saint-Aignan, sur les deux rives du Cher. En octobre 1940, ce sont les premières lois contre les Juifs. Celle du 3 octobre signifie l'exclusion des Juifs de la fonction publique de l'État, de l'armée, de l'enseignement et de la presse. Celle du 4 octobre autorise l'internement des étrangers de race juive. Et c'est à partir notamment de ces deux premiers statuts que la demande de la population, donc de religion juive, de passer la ligne va augmenter, et elle va croître alors de manière extrêmement importante à partir de début 42,
quand vous allez avoir le port de l'étoile jaune obligatoire et que vous allez avoir les grandes rafles qui vont arriver, donc qui vont être du printemps et de l'été 42. Alors très rapidement, à la fin de 1940-1941, des familles juives justement arrivent dans la vallée du Cher. Là, il y a des familles juives dont je sais qu'elles ont été dévalisées. Suite à la loi du 29 mars 1941, 6500 hommes juifs sont convoqués pour examen de situation. Le 14 mai, l'examen se transforme en arrestation pour 3747 d'entre eux. Convoyés vers les camps d'internement de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, dans le Loiret, ils seront ensuite déportés à Auschwitz en 1942. Le 24 octobre 1940, Pétain se rend à Montoire pour rencontrer Hitler. La collaboration est désormais la politique officielle de la France. Le mouvement social révolutionnaire, parti d'extrême droite, a des moyens financiers grâce au grand patronat français, comme Michelin ou Eugène Schuller, le fondateur du groupe L'Oréal. L'objectif de ce mouvement est de balayer les juifs, les francs-maçons et les communistes. Le 8 juillet 1941 est créée la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, mouvement nazi composé de volontaires français dont le slogan est « Vive Doriot, mort aux Juifs, à bas Moscou, vive Pétain ». Marx Dormoy, ancien ministre du Front populaire, est assassiné par des militants d'extrême droite du PPF le 26 juillet. Mon père a été arrêté à 5 heures du matin dans le cadre de la rafle du 11e arrondissement à Paris par 2 inspecteurs de police en civil et il a été emmené à Drancy. En décembre 1941 est créé le service d'ordre légionnaire composé de militants d'extrême droite. Leur serment : je jure de lutter contre la démocratie, la lèpre juive et la dissidence gaulliste. Dès le 17 juin, plusieurs hommes font acte de résistance, dont Jean Moulin, alors préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. Et les Allemands lui demandent en gros de signer un papier qui livrerait au massacre les tirailleurs sénégalais qui ont été faits prisonniers. Et il refuse. Donc là, il est emprisonné, je crois qu'il est torturé, il est battu, et il va trouver dans sa cellule quelques cassons de verre, il va tenter de se suicider, de se trancher la gorge. Voilà, il sera sauvé in extremis. D'où l'écharpe qui cache une blessure. À la débâcle de 1940, Roland Dillard et son père cachent des armes à la ferme La Belle Étoile, au nord de Valençay, qui serviront dès 1943 à l'instruction des jeunes du STO. Le 28 juin 1940, Théogène Briand de Dun-le-Poilier récupère des armes allemandes dans l'église d'Orville. Ces armes seront utilisées lors de la création du maquis de Dun en 1943. À Grasset dans le Cher, Roger Hérel, âgé de 13 ans, récupère et entrepose des armes dans la cave de sa tante. Sur 1 800 000 soldats français faits prisonniers en juin 40, 70 000 d'entre eux réussiront à s'échapper. Le 10 janvier 1941, Germaine Nègre de Saint-Georges-sur-Cher, munie de faux papiers, part chercher Jean, son mari, prisonnier en zone interdite dans l'Aisne. Ils seront de retour 11 jours plus tard. Dès 1940, les premiers mouvements et réseaux de résistance se forment en zone sud comme en zone nord. Différence entre ce qu'on appelle le mouvement, qui était plutôt lui chargé de la lutte, on dirait politique, idéologique, de convaincre plutôt les gens contre le régime de Vichy, contre l'occupation. Et vous avez ce qu'on a appelé les réseaux, qui eux étaient plus portés sur, disons, un contenu actif, avec pendant très longtemps, et ça va dominer quasiment jusqu'en 1944, ce qu'on appelait le renseignement. 41, ou au niveau départemental, dans le département de l'Inde, certains groupes vont se constituer, que Pétain appellera les groupes communistes gaullistes, les mouvements naissants, combat et libération, les réseaux de la France libre aussi, qui vont commencer, du général de Gaulle, qui vont commencer à s'implanter un petit peu. Et puis il y aura aussi les communistes, donc, qui représentaient à l'époque 40% chez nous des résistants. Les premiers militants communistes du Loir-et-Cher sont arrêtés pour le motif diffusion de tracts anti-allemands et appel à la population à la résistance. Comme le Parti communiste est interdit, les communistes, dès septembre 1939, prennent l'habitude, petit à petit, de rentrer, non pas dans le secret, mais au moins dans la discrétion. Ce qui va leur permettre aussi d'être prêts quand les troupes allemandes vont arriver, et d'être parmi les premiers résistants, parce qu'ils auront déjà un culte au moins de la discrétion, puis du secret, au moment où ils vont créer le Front National. En mai 1941,
c'est la première action du SOE dans l'Indre. Special Operation Executive, donc c'est ce service secret anglais qui a été créé en juillet 40 par Churchill pour, selon son expression traduite en français, ça veut dire mettre le feu à l'orage. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1941, un avion largue Georges Béguet à proximité du château de la Baupinière, sur la commune de Reboursin, au nord-est de Vatan. Cet opérateur radio est chargé de rencontrer à Valençay Maximance, qui a ébauché un réseau de renseignements au profit de l'Angleterre. Vous avez la vague de martyrs qui a été liée à l'opération Théodoriche. Octave Gauthier, vigneron tonnelier à Tenay, sera fusillé le 30 avril 1942 à la citadelle d'Amiens, à l'âge de 60 ans. Son fils, Francis Gauthier, mourra à Auschwitz le 13 août 1942. Il avait 37 ans. Albert Morel, capitaine de gendarmerie, arrêté par la Gestapo le 25 juin à la ligne de démarcation à Bléré, sera exécuté à Cologne le 9 octobre 1943. En juillet 1941, Georges Dudac, organisateur parisien des intellectuels de la Résistance, fait passer la ligne à Elsa Triolet et Louis Aragon dans le secteur de Loches. Louisette Carlier-Lambert, responsable de filière belge, est arrêtée à Vierzon en janvier 1942. Elle s'installera à Montrichard. Arrêtée à la gare de Mons en Belgique, elle sera déportée en Allemagne. Le 6 février, Raymond Toupet, dénoncé par un Français, est abattu dans sa barque près du moulin de l'Abricot, en aval de Vierzon. Son corps sera retrouvé le lendemain matin, complètement gelé. Au Mont-Valérien, le 15 décembre 1941, 13 hommes sont fusillés, dont Gabriel Péry, journaliste communiste. En février 1942, les responsables du réseau du Musée de l'Homme sont également fusillés au Mont-Valérien. Yvonne Audon et Germaine Tillon seront déportés à Ravensbrück. Le 2 mars, Georges Dudac et sa femme, Charlotte Delbault, secrétaire de Louis Jouvet, sont arrêtés à leur domicile parisien, ainsi qu'une centaine de communistes. Le 18 avril 1942, l'Allemagne impose le retour de Pierre Laval au gouvernement. Le 22 juin, celui-ci s'exprime en disant « Je souhaite la victoire allemande ». Et de fait, la répression sur les résistants et les juifs va aller en grandissant. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, 6 agents du SOE sont parachutés sur le terrain d'Auguste et Ernest Chantraine à Tendu. 2 des agents passent en zone occupée à Chabris grâce à Albert Boivin. André Delaunay est cultivateur à Toré, situé en zone libre. Communiste, il est arrêté dès le début de la guerre. Interné au fort de Romainville, il s'évade avec 2 camarades. Il y en a un qui s'est blessé avec des tasseaux en grimpant sur un mur. Et en passant la Seine, l'un des deux s'est noyé. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Et tout de suite, il s'est engagé dans la résistance. En 1941, il organise la résistance de Dieppe à Chissot et dans le sud-est de l'Indre-et-Loire. Dès 1942, il est à la tête de la formation FTP d'Indre-et-Loire. À cette époque, il noue des liens d'amitié avec Marcel Bizot, directeur de l'école de Saint-Georges-sur-Cher, qui devient son camarade de combat au sein des FTP. André Vieuguet, instituteur à Saint-Georges, récupère des tracts du Front National grâce à Blanche Pont-le-Voix qui passe la ligne de démarcation en transportant des chèvres dans sa camionnette. Les réunions du réseau se tiennent à la ferme de la Pierrerie chez les frères Claude et Léon Hélinas.
Maurice Jourdain intègre le mouvement en juin 1942. Il a été prisonnier en Allemagne, il s'est évadé 3 fois. Il a réussi la 3e fois. Le 11 mai 1942, Paul Novara, un soldat polonais du peloton d'exécution allemand, refuse de tirer. Il est fusillé avec Albert Girouille, un résistant, et inhumé à ses côtés. Au total, 41 résistants seront fusillés à Bourges du 29 avril 1942 au 11 juillet 1944. 5 jeunes communistes et 3 otages sont fusillés au camp des Ruchards en Indre-et-Loire. 7 résistants FTP seront fusillés au même lieu le 27 octobre 1942. À Romorantin, le 30 avril 1942, 5 résistants communistes qui distribuent des tracts sont surpris par des soldats allemands. Après un échange de coups de feu, un des soldats est tué. Les mesures de représailles prévoient l'exécution immédiate d'une dizaine de communistes et de juifs. C'est ainsi que les 5 et 9 mai 1942, 11 otages sont fusillés à Saint-Jean-de-Larvelle, dans le Loiret. À partir de l'été 1942, en France, la répression contre les communistes et les juifs s'intensifie. Dans le cadre du décret Nacht und Nebel, le premier convoi de 1175 prisonniers politiques quitte Compiègne pour le camp d'Auschwitz. Ce sont tous des hommes, dont 90% de communistes ou sympathisants, 50 juifs et quelques gaullistes. « 7000 policiers français et 400 militants du parti d'extrême droite, le PPF, arrêtent 13 152 juifs, dont près de 6000 femmes. » Mes parents ont entendu des grosses bottes, et puis ça criait et tout, et ils ont vu qu'ils emmenaient ce couple. Et donc, leur fille était sortie. La mère, elle a eu le temps de dire à mes parents « Faites quelque chose pour pas que ma fille soit arrêtée. » C'est ainsi que, pour lui éviter d'être arrêtée, les parents de Madame Bellhomme cachèrent la jeune fille sous un lit. J'ai vu les autobus se remplir avec les enfants en avant, les mamans vraiment tout à fait derrière et sur la plateforme de l'autobus. Et j'entendais au passage les enfants crier « Maman, 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 maman ». 4115 enfants, 2916 femmes et 1129 hommes seront parqués dans des conditions inhumaines dans le Veldiv. René Bousquet, l'organisateur principal de la rafle du Vélodrome d'hiver, est responsable de l'arrestation de plus de 60 000 juifs. Il sera acquitté par la Haute Cour de justice en 1949. Dans le département du Cher, sur 206 juifs arrêtés et déportés, 167 le sont lors d'une tentative de franchissement de la ligne. À Dun-le-Poilier, dans l'Indre, Samuel Weissmann présente sa pièce d'identité à M. Fauché, instituteur et secrétaire de mairie. Celui-ci inscrit Émile à la place de Samuel, ce qui lui sauvera la vie. À Celles-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, Laurent Leboutet organise une filière d'évasion et sauve de nombreux juifs. À Chancol, la famille Couton s'engage à aider au passage de la ligne de démarcation. Mon oncle, là-bas, il les envoyait. Quand il traversait, il savait pas où d'aller. Ouais. Alors, mon oncle m'a donné notre nom. Mon oncle s'appelait Palancher, il est passé au Cher au bateau. Les réfugiés se dirigent ainsi vers Chancol, où Madame Couton les prend en charge. C'était que des juifs qui étaient là.
Elle prenait le cheval, elle emmenait les gens, les juifs là-bas à Chabris, au car, pour les emmener à Châteauroux. On n'avait pas le droit de s'occuper d'eux. À chaque fois qu'on était quelque part, on avait des messages, il faut que vous partiez parce que la Gestapo est sur vos traces. Nous avons trouvé refuge dans le village d'Angers, grâce à Madame Blanche Montmousseau, qui nous a aidés justement à passer en zone libre. Je me souviens qu'elle venait régulièrement en vélo pour apporter à mes parents ou à la famille des provisions qui nous manquaient. Une fois qu'on a été installé là-bas, s'est posé le problème de la carte d'alimentation, parce qu'il fallait renouveler la carte d'alimentation, et là, il fallait présenter ses papiers. Alors, mon père est allé voir Monsieur Jean Buron, qui était à la fois instituteur et secrétaire de mairie, et il lui a dit, écoutez, je vous dois la vérité, voilà, nous sommes juifs, ma femme et moi, et nos enfants. L'instituteur, Monsieur Buron, lui a dit, écoutez, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Mon frère est allé à l'école primaire chez Madame Suzanne Buron, et moi j'ai été chez Monsieur Jean Buron à l'école primaire aussi. On faisait des veillées, c'est-à-dire on était reçus alternativement chez les uns, chez les autres, etc. Et nous qui étions, hélas, des réfugiés, on n'avait pas beaucoup de possibilités de recevoir, mais on était reçus. Et bien évidemment, nous nous gardions bien de dire que nous étions une famille juive. Disons 50 ans après, nous avons fait reconnaître M. et Mme Jean Buron comme des justes parmi les nations. En 1942, à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, Bernard et Raymond Charot cachent Marcel et David Segal, deux jeunes juifs âgés de 16 et 19 ans. Bernard Charot leur fait traverser le Cher, puis il fait de même pour leurs sœurs et leurs parents. M. Farineau, meunier au port de Saint-Georges-sur-Cher, héberge des juifs dans son moulin. Le responsable FTP d'Indre-et-Loire, André Delaunay, participe activement, lui aussi, à cette aide vis-à-vis des juifs pourchassés. Cette solidarité ne doit pas faire oublier qu'à l'inverse, des personnes abusent de cette situation. Par exemple, le 28 juillet 1942 à Noyer-sur-Cher, un escroc fait traverser le Cher à une jeune femme juive moyennant la somme de 50 000 francs. Elle sera arrêtée ensuite sur la route de Valençay par 2 gendarmes français. Beaucoup de familles juives tombent dans les filets de la Gestapo et de la police de Vichy. Le 16 juillet 1942, à Bléré, Chaja Banda et sa fille Eni sont arrêtés. Elles seront déportées dans le convoi du 20 juillet 1942 à destination d'Auschwitz, dont elles ne reviendront pas. Aux Pays-Bas, le 9 octobre 1942, Anne Frank écrit dans son journal « Beaucoup de nos amis juifs sont embarqués par la Gestapo. La radio anglaise parle de chambre à gaz. » En août 1942, Joseph Pommet de Celles-sur-Cher est arrêté pour détention d'armes. Déporté en septembre 1943, il décédera au camp de Flossenburg le 22 avril 1945. L'adjudant de gendarmerie Henri Pinault de Bléré est également arrêté. Déporté le 24 août 1942, il mourra en février 1945. À Amboise, Marcel Loriou fait partie d'un groupe de résistants. Ce jour-là, il va trouver Louis Serin à Montrichard pour faire passer la ligne de démarcation à Simon Hermelin, Violette Lévy et son fils âgé de 8 ans, plus 2 inconnus. Louis Serin conduit les 5 personnes jusqu'au passage à niveau 203, tenu par Louis Sirot, dont l'habitation est à proximité du Cher. Les gens arrivaient, que ce soit M. Serin ou les autres, avec le petit cheval et la carriole, et au moment opportun, il les descendait sur les bords du Cher. Lors de l'embarquement, des policiers allemands arrêtent le groupe, dont le jeune passeur Robert Firmin. Cette arrestation est la conséquence d'une infiltration du réseau par les 2 inconnus, 2 agents de la Gestapo. Parmi les noms des Juifs gravés sur le mur du mémorial de la Shoah à Paris, Simon Hermelin, 19 ans, Violette Lévy, 30 ans, et son fils Jean, 8 ans. Arrêtés par la Gestapo le 10 septembre 1942 lors de la rafle de Bourré dans le Loir-et-Cher, ils seront déportés puis exterminés à Auschwitz à l'automne 1942. Hélène Fournier, compagne de déportation de Raymond de Sergent,
la seule des 20 tourangelles du convoi du 24 janvier 1943 à avoir revu la Touraine, témoigne. Au bout de 3 jours et 3 nuits, nous arrivons à Auschwitz. Au camp, ils nous ont fait déshabiller, ils nous ont coupé les cheveux. Je ne reconnaissais pas Raymond Sergent. On s'est regardé. Elle a souri. Le tatouage terminé, ils nous ont poussés à coups de pied sous une douche d'eau glacée. Nous étions 230 dans le baraquement. On a vécu plusieurs mois sans se déshabiller ni se laver. Les Allemands nous faisaient lever à 2 heures du matin pour faire l'appel par un froid glacial à moins 30 degrés. Raymond Sergent se donnait beaucoup de mal pour remonter le moral de ses camarades. À Saint-Martin-le-Beau, elle avait mis de côté quelques bouteilles de vin. Marcel Lorillou, une de nos camarades de déportation, lui a dit « Est-ce que tu crois qu'on en boira de ce vin ?» Elle lui a répondu « Ni toi, ni moi, nous n'en boirons. » Raymond Sergent est tombé malade. Elle est allée à l'hôpital du camp. J'allais la voir le soir après l'appel. Elle me disait « Je me suis couchée nue sur une paillasse pleine d'excréments. Je vais mourir. Tu diras à ma petite Gisèle ainsi qu'à Paul, qui est prisonnier, que j'ai beaucoup pensé à eux. Un soir, je suis arrivée, la place était prise par une autre. Raymond Sergent était morte du typhus. C'était en avril 1943. Elle avait 39 ans et était maman d'une fille de 12 ans. Deux mesures importantes sont prises. La désignation du chef de l'armée secrète, le général Delestrin, et la coordination des grands mouvements qui sera effective en mars 1943. À la fin de la guerre, le chef de gare et le sous-chef de gare se sont rendus compte qu'ils faisaient exactement le même boulot sans savoir que l'autre faisait passer également des gens par la clandestinité. Edmond Ferragut, le maire de Grasser évoqué par Vichy, organise la résistance avec l'aide de Daniel Belliard, un paysan de Genouilly, en liaison avec le groupe de Dun-le-Poilier. Les communistes de Grasset, avec Émile Boyer, constituent un groupe FTPF. Les francs-tireurs et partisans français prennent ce nom à partir de février 1942. Ils sont formés de jeunes gens membres ou proches du Parti communiste. Charles Tillon en est le chef. Les FTP constituent à partir de 1942 l'organisation paramilitaire la plus active et la plus efficace contre l'occupant. En 1942, Louis Chevrin est le premier responsable militaire FTP. Arrêté en avril 1943, il sera fusillé le 8 octobre. Roger Melnick reprend le commandement en avril 1943. Arrêté, il sera également fusillé le 23 novembre. C'est à l'été 1942 que sont pris les premiers contacts entre les communistes et le réseau SOE. Vers le 15 septembre, Auguste Chantraine apporte à Théogène Briand à Dun-le-Poilier les premières armes explosives pour les FTP du Nord Indre. Théogène Briand réalise son premier sabotage avec Louis Sadrin le 27 octobre au hameau des Maisons Rouges à Saint-Hilaire-de-Cour dans le Cher. Il faut souligner le rôle important qu'y jouent les instituteurs, dans une tradition française qui veut que les enseignants aient un véritable vivier. Fin 1942, l'équipe Bizot, Delaunay, Lemerle, Bovin procède à son premier sabotage de ligne à l'Audronnière, commune de Faverolles-sur-Cher. Dans la région de Bléré, dès juillet 1942, une section FTP est créée dans les communes de Civray-sur-Cher, Azé-sur-Cher et Lacroix-en-Touraine. André Delaunay est alors responsable de l'organisation en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Au printemps 1943, il reçoit des armes grâce au comte Charles de Beaumont, membre de l'armée secrète. Avec les armes reçues, André Delaunay organise des sabotages sur la ligne de chemin de fer Tours-Vierzon. À côté, la résistance, bien sûr, non communiste, se structure, s'organise de plus en plus. Ça sera notamment le cas dans le département du Cher, autour du mouvement Vengeance, qui va être particulièrement implanté dans l'agglomération de Bourges, mais aussi de Vierzon. D'autres formes d'organisation, de résistance structurée, c'est bien sûr les mouvements. Et ces mouvements de la résistance vont aussi apparaître de part et d'autre de cette ligne de démarcation. Donc le Cher va avoir cette spécificité d'avoir sur son territoire à la fois par exemple le mouvement Libération Nord et le mouvement Libération Sud qui vont s'organiser de part et d'autre de son territoire. Le gouvernement de Vichy interdit la commémoration du 11 novembre. René Toupet, de Chabris, soutenu par une partie des habitants, décide de déposer une gerbe au monument aux morts. Il déclare aux gendarmes présents
qu'en tant qu'ancien combattant, il a le devoir de commémorer cette date. Alors il en est venu un avec un bouquet, puis il en est sorti un peu de partout, de toutes les petites rues qui donnent sur la principale. Après le dépôt des gerbes, René Toupet réclame 1 minute de silence, puis entonne la Marseillaise. En mai 1943, Jean Delallée, dit Charlemagne, instituteur à Opter dans l'Indre, est chargé des parachutages au sein de l'état-major de l'armée secrète. L'organisation de la résistance de l'armée est créée le 31 janvier 1943 à la suite de l'invasion allemande de la zone libre et après la dissolution de l'armée d'armistice. Lorsqu'il va y avoir l'invasion par les Allemands de la zone sud, on va mettre fin carrément à l'armée de réserve qui était dans la zone sud. Tous ces militaires sont renvoyés dans leur foyer et une partie vont donc carrément rentrer dans la résistance. Et l'ORA va donc s'organiser, notamment à partir de 1943, de manière assez importante dans notre région. Un certain nombre de cadres de l'armée, désormais, entrent donc dans la lutte clandestine. C'est le cas notamment du chef du 1er régiment d'infanterie qui était stationné dans le Cher Sud, le colonel Bertrand, qui demande à ses cadres de passer désormais dans la vie clandestine pour essayer de reconstituer donc le régiment dans la perspective de la libération. Pour la 9e région militaire, qui regroupe le département de l'Indre, plus les zones non occupées du Cher, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, c'est le colonel Chaumel, dit Charles Martel, qui est responsable de l'ORA. Benjamin Coburn, qui dirige le réseau Tinker, obtient le premier parachutage de matériel de sabotage et d'armes sur le terrain d'Auguste Chantraine à Tendu dans la nuit du 25 au 26 août 1942. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 1942, c'est le premier parachutage d'un agent féminin, André Borel. Elle est réceptionnée par Pierre Culioli et Yvonne Rudella à Bois-Renard en zone occupée près de Chambord. André Borel est chargé d'organiser l'arrivée de Francis Sutil, responsable du réseau Prosper. Pour Maurice Southgate, organiser des parachutages d'armes lui semble indispensable pour constituer une véritable armée intérieure. Avec son adjoint radio André Mingard, il entreprend d'équiper les maquisards. Le SOE, c'est-à-dire émanation des services donc de l'intelligence service britannique. Ils se structurent à partir notamment de la fin 1942. Ils vont se structurer en absorbant des tas de petits réseaux qui existaient avant. Par exemple, le réseau de coups francs, qui existait depuis un certain temps, qui diffusait des papiers, qui collait des tracts. 31 décembre 1942, Francis Sutil confie à Pierre Culioli et Yvonne Rudella le secteur du Loir-et-Cher. Ce réseau comprend 9 groupes et réunit au total plus de 350 membres. Nous allons avoir un groupe sur Montréchard, le groupe de Contres, le groupe de Romorantin, groupe de Bracieux, groupe de Blois et le groupe de Saint-Aignan. Ce réseau, comme beaucoup des réseaux d'ailleurs du SOE, va tomber au mois de juin 1943, quand tombera le grand réseau autour de Sutil. Pierre Culioli et donc celle qu'on appelle Jacqueline, les deux têtes vraiment pensantes, organisatrices du réseau Adolphe, sont pris. On va lui dire que Sutil a en gros passé un accord avec les Allemands et qu'il a décidé de demander à tous les responsables de ces réseaux de donner un minimum de renseignements, et notamment où sont les caches d'armes, puisque là nous sommes déjà en 1943, et il y a eu donc des parachutages d'armes via donc les réseaux du SOE. C'est ce que fera en partie Culioli. C'est ce que vont exécuter d'ailleurs un certain nombre de ces responsables, donc Couffran, Gatignon, Le Meur. À Contres, la section socialiste sous l'impulsion de Robert Mauger, Julien Nadeau, Henri Chartier, Théo Bertin et la famille Morand forme le noyau controis du réseau. Il avait en moyenne 7 à 8 réfractaires planqués chez lui, tout le temps. Il avait à l'époque, et c'est lui qui a eu Culioli, Jacqueline. Le poste de commandement itinérant du réseau Adolphe est installé chez Marcel Thénault à Pont-le-Voix, au café de l'Ermitage. C'est à l'initiative de Pierre Culioli que le premier parachutage d'armes a lieu dans la forêt de Saint-Lemaire. Nous avons été mis en contact avec le réseau Adolphe par M. Buller de Blois. C'est là qu'on commence à envisager les parachutages et que mon père est chargé de recruter une équipe. Alors, il y a eu donc 2 parachutages en lisière de la forêt d'Amboise. Le premier parachutage, le code c'était le mars vent au poids,
Et le deuxième, c'était « venez quand même, on s'arrangera ». Il fallait donc que le camion aille se camoufler avant le couvre-feu, là où on attendait les armes, et ne pouvait redémarrer qu'à la levée du couvre-feu. Il arrivait ici, donc il reculait dans cette cour jusqu'à la cave. Et là, il rangeait tout. La cuve était dans le rocher. Comme monsieur Dupuis était maçon, il a bouché la cuve. Et comme monsieur Pinault était décorateur, il a imité la moisissure, de sorte qu'on ne voyait rien. Et quand la Gestapo est venue, ils ont tapé avec des pics dans la cave. Ils ont tapé à très peu de distance de la cloison. On a eu beaucoup de chance, parce que là, je ne serais pas là pour vous le raconter. Hein. Le réseau Adolphe de Saint-Aignan se forme autour d'André Gatignon, négociant en vin à Noyer-sur-Cher. Pierre Culioli lui demande début 1943 de travailler pour le réseau Adolphe. André Gatignon crée alors un groupe composé de 16 personnes. Un soir, mon père essayait d'écouter les messages, l'oreille collée à la radio dans la salle de séjour, et il me disait toujours « fais du bruit avec des chaussures ». Et un soir, il m'a dit « ouvre la porte brutalement ». J'ai ouvert la porte brutalement et Schlemmer, qui était collé contre la porte, est tombé dans la pièce. Avec lui, c'était dur, ça se passait mal. Près du château du Breuil, à Chédigny, sur le terrain Toubib, le 27 août 1942, est parachuté Henri-Paul Sévenet, Rodolphe, qui doit trouver des terrains de parachutage. Alma Smotlak, née en avril 1929 en Italie, habite avec ses parents, Lazare et Lucia, et son frère Aldo. Début 1943, Lazare Smotlak, un résistant communiste activement recherché par la Gestapo, travaille dans une ferme à Dières où, la nuit, Alma passe des armes en se faufilant au milieu des vignes. J'amenais des armes chez un nommé Caliste Rousseau, le pauvre, il est mort en déportation. En mars 1943, Alma, son frère Aldo et sa mère Lucia sont arrêtés en pleine nuit à la ferme de Dières par les gendarmes français. Ils sont venus nous chercher la Gestapo de Tours, là. Emmenés au siège de la Gestapo, rue Georges Sand à Tours, ils sont interrogés par Georges Bruckle. Malmenée par Clara Knecht, une Alsacienne membre de la Gestapo, Alma révèle la cache de son père en forêt d'Amboise. Les Allemands ne le trouveront pas. Et pour cause, Lazare Smotlak est caché à Locher-sur-Indrois. Puis ma mère est tombée en psychiatrie. Elle a tellement été battue, puis sachant qu'on était, elle ne savait pas où on était. Pour son anniversaire, en avril 1943, Alma, 14 ans, est en prison. En juin 1943, suite à l'arrestation de Lazare Smotlak, Alma, son frère et sa mère sont libérés. Lazare Smotlak sera torturé, puis déporté à Buchenwald avec celui qui l'a hébergé à Locher, M. Boileau. Le 22 janvier 1943, le groupe est composé de 6 membres. Albert Boivin et André Joubert de Chabris, Joseph Levaillant et Abel Boissier de Meun, Narcisse Haraud et Maurice Moreau de Couffy. Aussitôt, les 6 membres du groupe rejoignent la ferme des Rosiers à Lucelles-Mal. Vers 23h, Boivin et Joubert réveillent les 2 fermiers, Jules Bouet, le père, et Paul, son fils. Vers minuit et demi, un quadrimoteur survole le terrain à 2 reprises. De l'autre côté de la vallée du Modon, à la Cocuère, Jean Dubourg, un pétainiste, voit les parachutes au-dessus de la ferme des Rosiers. Il avertit aussitôt les gendarmes de Valençay. Ah, monsieur Levaillant, qui a été arrêté sur la route de Selle devant sa maison, il venait manger chez nous. Et on s'impatientait qu'il n'était pas arrivé. Sa femme va au-devant de lui. Et qu'est-ce qu'elle voit? L'attraction qui l'embarque.
Lors de la fouille de Joseph Le Vaillant, les gendarmes découvrent un papier sur lequel est inscrit un nom, Vieuguet, instituteur à Saint-Georges. Le 4 février, une perquisition a lieu au domicile d'André Vieuguet à Saint-Georges-sur-Cher. Dans sa chambre, les gendarmes trouvent des tracts communistes. Ils vont ensuite dans sa classe, lui intimant l'ordre de les suivre. André Vieuguet, prétextant qu'il doit prévenir le directeur de son absence, prend la fuite. Dès qu'il a eu sauté le mur, moi ça m'a surpris, je me trouvais à proximité. Alors j'ai vu cet homme qui tombait, et puis il m'a dit surtout ne dites rien. Sitôt qu'il s'est sauvé, eh bien ils sont venus ici pour fouiller partout. Des fiches individuelles de renseignement sont remplies par les maires ou les délégués spéciaux des communes concernées. À Chabris, c'est Georges Joubert, ancien pharmacien, qui témoigne à charge contre Boivin et Joubert. Sur André Joubert, il écrit « gaulliste » avec des fréquentations extrémistes. À Meune, sur Joseph Le Vaillant, le délégué spécial mentionne « réputation suspecte ». Le curé déclare « J'ai pu constater les relations de Le Vaillant et Boissier, qui était un communiste notoire. Au début de son séjour, Le Vaillant entretenait des relations suivies avec un juif, Gaston Salomon. » Le maire de la commune de Couffy déclare à propos de Maurice Moreau « Quant à ses opinions politiques, elles sont franchement à gauche et peuvent aller jusqu'au communisme, capables de pousser d'autres à des manifestations. » Albert Boivin, André Joubert et Joseph Le Vaillant sont livrés aux Allemands et déportés vers le camp de Dachau où ils arriveront le 20 juin 1944. La plupart des agents de liaison sont des femmes, souvent très jeunes, chargées de transporter les messages importants, tels Germaine Nègre à Saint-Georges-sur-Cher. Arrêté le 28 mai 1943, Bertie Albrecht sera retrouvé pendu 3 jours plus tard à la prison de Fresnes. Lucie Aubrac fait partie de Libération Sud avec son mari Raymond, un des chefs de l'armée secrète. En octobre 1943, elle organise la libération de son mari lors d'un transfert de celui-ci à la prison. Daniel Casanova, jeune dentiste corse, est arrêté à Paris par la police française en février 1942. Elle mourra à Auschwitz le 9 mai 1943, à l'âge de 34 ans. Marie-Claude Vaillant-Couturier, journaliste communiste, sera, avec Charlotte Delbault, une des rares à revenir d'Auschwitz. Et le 24 janvier 1943, elle part dans le fameux convoi dit des 31 000, c'est le numéro qu'elles vont recevoir à Auschwitz. Et elles sont donc 230 femmes, essentiellement des résistantes, dans ce camp d'Auschwitz qui a la réputation d'être un camp extrêmement dur. Ça explique que sur les 230 femmes qui arrivent donc en janvier à Auschwitz, 3 mois après, il n'y a plus que 70 survivantes. Elle a écrit donc ce qui va être son premier témoignage sur la déportation, qui s'appelle « Aucun de nous ne reviendra ». Parmi les 20 tourangelles déportées à Auschwitz, Antoinette Bibeau est une des premières à succomber. Elle avait 49 ans. Le 7 février, 15 000 femmes sont rangées en carré de 10 par 10 au milieu d'un vaste champ de neige. Le thermomètre indique moins 18 degrés. Les chiens portent des manteaux marqués SS. Le commandant du camp, Heuss, est là sur son cheval, rectifiant d'un coup de cravache l'alignement des 15 000 femmes, qui restent debout, sans boire, sans manger. Les heures passent, les femmes tombent, les cadavres sont retirés des rangs et empilés. Mortes ou à peine vivantes, elles sont transportées en camion vers les chambres à gaz. Soudain, une rumeur, il faudra courir. Les SS forment une double haie serrée, sont armés de bâtons, de lanières, de ceinturons, de nerfs de bœuf. Éviter un coup de bâton, c'était tomber sous une lanière. Les coups pleuvaient sur les têtes, les nuques. Charlotte Delbault, comme les autres, court. Elles courent toutes. Arrivées au bloc, 14 manquent.
Hélène Fournier, la seule survivante des Tourangelles, rentrera à Tours le 1er mai 1945. Le 30 janvier 1943, suite à l'exigence d'Hitler, Pierre Laval crée la milice française afin d'aider la Gestapo à traquer les résistants et les Juifs. J'étais, je crois, encore sous la tutelle d'un maître formidable qui s'appelait Marcel Bizot. C'est peut-être le premier à m'avoir mis la puce à l'oreille en me disant que les ennemis étaient là et qu'il fallait faire attention. Et surtout, ne pas lire les documents, c'est-à-dire les hebdomadaires. Le Téméraire et un journal terrible qui s'appelait Signal. Et Signal, c'est un journal pro-allemand à 100%. Le service du travail obligatoire contribue à faire basculer une grande partie de l'opinion publique dans l'opposition au régime de Vichy. Une ordonnance menaçant les familles de représailles, certains se résolvent à partir en Allemagne, tel André Ocante, le futur directeur de l'école de Billy. On savait bien que la classe 42 était visée. Hein. Il y en a qui ont réussi à se cacher, mais André, c'était difficile, on ne connaissait personne. Il était parti comme STO. C'était la classe 22. Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, si tu ne pars pas, on va emmener ta famille. Alors, il était tellement gentil et il était tué à Essen. D'autres sont réfractaires et se cachent, comme M. Nassier, à Villefranche-sur-Cher. Et c'est mon père qui a, par l'intermédiaire d'Armel Jourdain, trouvé la ferme de la Barzouzière à Faverolles, dans l'Indre, où j'ai passé 1 an. Pour éviter de partir au STO, le père de Pierre Gauthier à Thésée trouve une astuce pour son fils. Notre grand-père avait trouvé une solution, c'est de le planquer dans un fût à double paroi. Pierre Gauthier deviendra réfractaire et se réfugiera dans une ferme à Orbigny, en Indre-et-Loire. Les 2 fils de ma patronne, Madame Battini, étaient partis. Je lui ai posé la question, mais alors Alice, on ne voit jamais ni Paul ni André, ils viennent pas te voir? Paul n'est pas parti en Allemagne, il est camouflé dans une ferme telle la Martinière à Orbigny. Certains réfractaires s'engagent dans la résistance en intégrant un maquis tel Charles Blaison, 19 ans, qui habite Civray-sur-Cher. Jusqu'en 1943, il aide des prisonniers évadés et des réfugiés à passer la ligne de démarcation et avec une quinzaine de camarades participe à des sabotages sous le commandement d'André Delaunay, responsable régional FTP. En octobre 1943, le département du Loir-et-Cher est cité en exemple par la radio de Londres pour n'avoir que 64 départs en Allemagne sur 2000 inscrits. Le 4 janvier 1943, Roger Prévost, Daniel Depont de Bléré et André Launay de Saint-Martin-le-Beau projettent de rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. À la frontière espagnole, ils sont arrêtés par la police allemande. Le 3 février 1943, à 17 ans, Michel Meunier décide de rejoindre Londres en passant par l'Espagne. Mais il est arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on est parti à Compiègne d'abord. Et puis un jour, il y a eu un convoi. Et là, on est parti directement pour l'Allemagne. C'est qu'il y avait un jeune SS qui nous gardait. Et quand les femmes sont parties, parce qu'on n'était pas avec les femmes, mais quand les femmes sont parties, ils se sont toutes mis à chanter en chœur dans le camion. Ce n'est qu'un au revoir. Et à ce moment-là, il avait des grosses larmes qui lui coulaient. Parce que lui, il savait où qu'on allait. Michel Meunier sera déporté en mai 1943 au camp de concentration de Sachsenhausen. Au printemps 1943, Pierre Alban Thomas, alors instituteur, ne répond pas à sa convocation pour le STO. Début juin 1943, il rejoint un groupe de FTP dans les Pyrénées où il restera jusqu'à fin septembre. J'ai essayé de passer en Afrique du Nord par l'Espagne avec 3 de mes camarades. Mes 3 camarades ont été ramassés. Ils ont été emmenés en Allemagne et ils sont morts tous 3 en déportation.
Dans la nuit du 19 au 20 mai 1943, premier parachutage sur le terrain des Bruyères, près du château des Souches à la Chapelle-Montmartin. L'occupation du territoire français par les Allemands le 11 novembre 1942 et l'instauration du STO vont être à l'origine de la création des maquis. En décembre 1942, janvier 1943, création du premier maquis dans le Vercors. Avec la loi sur le STO, les jeunes des classes 40, 41 et 42 prennent le maquis. Cela va être le cas à Chabris. Les 3 premiers maquisards donc, du département de l'Indre s'installent en mars 1943 dans la forêt des Tailles de Ruines, au nord d'Ain-le-Poilier. Jean Petit, André Desroches et Georges Bray. Ils sont tous les 3 nés en 1922. Tous les 3 ont participé à l'armée d'armistice. Et après le 11 novembre 1942 et l'invasion de la zone sud par les troupes d'occupation, l'armée d'armistice est supprimée. Et comme ils vont être requis pour le service du travail obligatoire, ils décident de prendre la poudre d'escampette. Et c'est quelques jours après où ils vont être donc mis en rapport avec Théogène Briand de Dun-le-Poilier, qui va leur amener des armes, du matériel de sabotage. Alors Théogène donc habite cette maison, c'est lui qui va prendre sous sa tutelle le premier maquis donc armé du département de l'Indre, et il va organiser donc des sabotages, des distributions de tracts, etc. Un réseau de rapatriement d'aviateurs anglais est situé à Celles-sur-Cher, au château de Saint-Eusis, propriété de M. Turner, un ancien officier britannique. Ce réseau s'arrêtera à la fin de l'année 1942, lorsque les Allemands envahiront la zone sud. Dans le courant de l'année 1943, le docteur Bertoli, à Celles-sur-Cher, prodigue des soins aux réfractaires du STO. À propos d'Anaclet-Denis, Paul Dolène, secrétaire de mairie à Mareuil-sur-Cher en 1944, témoigne. Quand un homme était blessé, il savait trouver l'asile nécessaire et le camouflage parfait. Dans les minutes critiques, ce qui était remarquable chez lui, c'était son regard. À la Roche-Blanche, les patriotes étaient certains d'y trouver aide et accueil fraternel de la part de Madame et Monsieur Maurice, qui eux aussi faisaient partie des FFI de la région. La première réunion du Conseil national de la résistance a lieu à Paris, au 48 rue du Four. Le réseau Prosper est infiltré par les services de contre-espionnage allemands. Tout le réseau tombe. Le 21 juin 1943, Pierre Cuglioli, Yvonne Rudella sont arrêtés à Duison. Et normalement, les Allemands avaient promis la vie sauve. Tout le monde s'est retrouvé bien sûr arrêté, déporté, et un certain nombre ne reviendront pas. Le 21 juin à Romorantin, Roger Couffrand et 5 de ses camarades sont arrêtés. Je savais qu'il était parti le soir. Le lendemain matin, il n'était pas rentré. Je suis parti à l'école comme d'habitude et j'ai appris à midi qu'il s'était certainement passé quelque chose de grave entre-temps. Madame Couffrand décide de protéger ses enfants avant l'arrivée de la Gestapo. Alors, je suis parti de Romorantin à pied avec ma petite sœur et dans la direction de Villefranche, et quelqu'un que je connaissais devait me récupérer et m'emmener chez lui. Début juillet, d'autres membres du réseau sont arrêtés. Roger Couffrand et ses camarades seront déportés à Neuilly-Brême en octobre et novembre 1943. Beaucoup mourront en déportation. À Châtres-sur-Cher, Prosper Legour, responsable des dépôts d'armes, mourra également en déportation. Roger Couffrand et Georges Brault reviendront des camps en mai 1945. Il devait être probablement une vingtaine qui fouillaient la maison dans tous les sens. Ils l'ont emmené le lendemain matin. Ça, c'était la première arrestation. Quelques jours après, ils l'ont libéré, espérant que les camarades du groupe qui s'étaient enfuis reviendraient peut-être chez eux, mais voyant que personne ne revenait, ils sont revenus le chercher. André Gatignon est déporté le 8 novembre 1943 à destination de Saarbrück-Neuenbrem, puis Buchenwald. Après l'arrestation d'André Gatignon, c'est sa femme Paulette qui prend la tête du groupe local avec Armel Jourdain. Contre, la Gestapo qui recherche Julien Nadeau, Théo Bertin, Chartier, Gaston Morand encercle la ville. Jean Miraut et René Sauzier,
après avoir subi les interrogatoires à la Villa du Cavalier à Blois, seront déportés en Allemagne. Le 17 août, la Gestapo se rend aux Maisons Rouges chez Théobertin. Le même jour, Madame Morand est arrêtée et sera déportée à Ravensbrück. Le 2 septembre 1943, Lise et Bernard Jankelowitsch, 2 jeunes juifs de Contre, sont déportés à Auschwitz où ils seront assassinés à leur arrivée. Ils avaient 18 et 20 ans. Ils ont convoqué 2 fois mon père à Blois. Et la première fois, papa est rentré en disant « Oh, ils ne savent pas grand-chose ». Puis la seconde fois, il a compris que là, ils étaient sur une piste. Quand la voiture de la Gestapo, la fameuse voiture noire ou jaune qu'on repérait toujours, m'a doublé et s'est arrêté chez ma grand-mère. Je suis rentrée, j'ai dit là, papa, c'est pour toi, tu t'en vas. Il est parti par le jardin et il a été sauté ce qui restait de la ligne de démarcation à Chissay. Il a été arrêté, il faisait une livraison à l'hospice et la Gestapo l'a arrêté là. Et il n'a pas voulu se sauver parce qu'il avait une épouse et 3 petits-enfants et il s'est dit s'ils arrêtent mon épouse, ça va être pire. Et les interrogatoires se passaient toujours avec Bauer, Mona et le chien et le revolver posé sur la table. Torturé, Guy Mercier ne livre aucun nom. Il sera déporté à Neuengamme et mourra le 1er janvier 1945 à l'âge de 31 ans. Marcel Thénault, hôtelier à Pont-le-Voix, est arrêté. Il sera déporté le 8 novembre à destination de Mauthausen. Il décédera le 11 avril 1945 au camp d'Ebensee à l'âge de 44 ans. C'est Mona qui est venue avec Bauer perquisitionner ici. Ils ont emmené ma mère et ils lui ont dit puisque votre mari n'est pas là, vous paierez pour lui. C'était dans un camp de travail très dur, elle faisait des obus et évidemment elles essayaient de saboter. Elle crachait dans les obus pour humidifier la poudre et elles avaient trouvé le moyen de faire sauter la presse pour faire les obus. Et à un moment donné, les Allemands se sont rendus compte que c'était plus des pannes naturelles. Et là, ils ont pendu les 3 filles qui s'occupaient de la presse. Ça aurait pu être ma mère. Madame Fermé reviendra à Montréchard en mai 1945. Malgré les promesses des Allemands, beaucoup de membres du SOE mourront en déportation, dont André Borel, adjointe de Francis Sutil du réseau Prosper, et Yvonne Rudella, adjointe de Pierre Cuglioli du réseau Adolphe. Les réseaux et mouvements de résistance, anéantis durant l'été 1943, entreront sous une forme nouvelle dans la lutte contre l'occupant.